Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire autour de la communication non violente. Je suis Nastasia L'Esprit, je serai votre hôte pour aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue. Pour ceux qui ne sont pas encore en vacances, ravis de pouvoir vous accueillir dans ce webinaire. Pour ceux qui en sont revenus, j'espère que ça s'est bien passé pour vous et que vous êtes bien reposés. Voilà, on va passer ensemble cette petite heure tranquillement autour du sujet donc, de la communication non violente. Après nos deux premiers webinaires, le premier sur le sujet des neurosciences au service des apprenants, pour ceux qui étaient déjà là, et le deuxième autour du feedback. On va maintenant s'intéresser à un sujet que certains d'entre vous connaissent peut-être, le sujet de la communication non violente et des techniques concrètes à utiliser dès demain. C'est un petit peu le but de ce webinaire, que vous puissiez être familier avec ces techniques et que vous puissiez les utiliser dès demain. Comment est-ce que ce webinaire va fonctionner? Je vais tout d'abord vous parler un petit peu d'ECHO, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Alors, qui est ECHO? Mais écoutez, c'est un cabinet de conseil en organisation et en management qui a été créé en 2010 sur Marseille avec vraiment la conviction que la performance, vous le voyez à l'écran, rime avec la qualité de travail, qualité de vie et des engagements sociétaux. On a 4 grandes expertises, le conseil en transformation, en transition auprès de DG ou de collectifs de direction pour accompagner les évolutions des organisations. C'est des sujets de plus en plus prégnants actuellement, bien sûr. On a aussi un sujet autour du développement des ressources managériales avec différents parcours, du manager junior jusqu'au directeur qui peut avoir des fonctions aussi managériales. Donc avec des temps plus informatifs et puis des ateliers de co-développement aussi qu'on aime bien mettre en lumière l'intelligence collective au service du plus grand nombre. On propose aussi du coaching individuel, de prise de poste notamment, du coaching collectif et enfin l'organisation de séminaires et de réflexions stratégiques avec une approche qu'on appelle sensiblement différente. Bonjour à tous, bienvenue aux derniers arrivants. J'étais en train de démarrer tranquillement. Alors, pour vous présenter le sommaire de cette présentation qui va se diviser donc en 3 grandes parties. La première, on va quand même faire un petit point sur la communication non violente, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de communication non violente, de manière assez concrète et assez pragmatique. On va ensuite se concentrer sur l'écoute et la reformulation comme des vecteurs de construction de la relation. Comment est-ce que ça peut être utilisé et en quoi c'est utile pour vraiment commencer à désamorcer un peu les tensions. Je vous donne quelques indices sur la suite du webinaire. Et en fin de présentation, on va se concentrer sur 2 techniques très concrètes à pouvoir mettre en place autour de la communication non violente. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des soucis de son, des soucis d'image, à rafraîchir votre page. Voilà, ça peut être le cas en début de webinaire. Je vous rassure aussi, le support vous sera envoyé avec le replay dans les 24 heures suivant le webinaire. Donc, rassurez-vous, pour ceux qui ont loupé un petit peu le démarrage, vous allez tout recevoir par la suite. Alors, je continue. Hop, on démarre avec la première partie de ce webinaire autour de comment limiter les risques d'incompréhension et de tension dans la relation, donc la CNV, la communication non violente. La CNV, de quoi parle-t-on? Je vous l'ai dit un tout petit peu en introduction, on parle tout d'abord de l'émergence des tensions. Comment est-ce que les tensions viennent? Comment est-ce qu'elles démarrent? Quelles en sont les racines et les causes finalement? Et ensuite, comment est-ce qu'on peut les appréhender? Et vous allez voir, je vais vous proposer un petit exercice assez rapide de mise en jambe qui va pouvoir vous faire prendre conscience de la façon dont notre cerveau réfléchit et comment est-ce qu'il peut lui-même s'enfermer à l'intérieur de problématiques qui ne sont pas si difficiles que ça à prendre en compte. Donc, je vous propose, si vous avez une petite feuille devant vous, un stylo, de jouer ensemble pendant quelques minutes. Avec cette première image, vous avez 9 points, 9 cercles, on va dire, et si vous deviez relier les 9 points en 4 traits sans lever votre stylo, comment est-ce que vous feriez? Donc, je vous laisse prendre quelques secondes pour ceux qui ont envie de jouer le jeu. Peut-être que c'est un exercice que vous connaissez déjà.
Mais en tous les cas, l'intérêt de cet exercice, c'est de voir comment est-ce que le cerveau réfléchit et quel type de limite, quel type de contrainte est-ce qu'il peut se mettre lorsqu'il est face à une difficulté. Donc, je ne vais pas faire de suspense plus longtemps. C'est en tout cas un exercice que vous pourrez refaire entre amis lors de vos soirées, de vos apéros de cet été, si vous avez l'occasion. En tous les cas, je vous y encourage parce que c'est plutôt assez ludique et on en ressort avec pas mal d'informations. La réponse, la voici. Et la solution, c'est assez simple et pragmatique. C'est le fait de pouvoir sortir du cadre. En effet, on a tendance à s'enfermer dans un cadre et dans une limite qui n'existe pas forcément. Et c'est aussi ça, la communication non violente, se dire que quand on est dans une situation de conflit, une situation un petit peu difficile à gérer, on a tendance à être pris de panique et à pas forcément savoir comment s'en sortir avec des situations qui sont, au demeurant, pas forcément si difficiles que ça à appréhender en tous les cas. Sortir du cadre, pourquoi? Vous le voyez à l'écran, le cerveau humain, il est doté de programmation. On peut travailler sur cette programmation, notamment avec des outils de type la programmation neurolinguistique, qui pourra faire l'objet d'un autre webinaire si c'est un sujet qui peut vous intéresser. Et donc, il va avoir tendance à s'auto-enfermer, s'auto-conditionner dans ses propres schémas de représentation, dans sa propre carte du monde. Lorsqu'il est vraiment enfermé dans cette difficulté-là, il a tendance à tout compliquer, tout se mélange, que ce soit les émotions, que ce soit les situations, même les personnes. Parfois, on a tendance à vraiment tout confondre. C'est un peu la même chose avec la communication. Quand on communique avec des relations interpersonnelles, on a vraiment tendance à tout mélanger en même temps et à pas forcément faire la part des choses, ce qui fait qu'on peut vite monter dans cette émergence et cette appréhension des tensions. Donc, ce que je voulais vous signifier avec cette information-là, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, c'est que, vous le voyez, l'émergence des tensions, elles viennent de différentes sources. Au niveau, et ce qui va générer bien sûr par la suite des conflits. Donc le premier, c'est l'insatisfaction de nos besoins. Des besoins, on en a, ils sont primaires et lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, ils nous empêchent de fonctionner. Pour ceux qui sont familiers avec la pyramide de Maslow, vous avez différents besoins qui sont évoqués, des besoins les plus primaires jusqu'aux besoins vraiment d'appartenance et de se sentir faire partie d'un tout, d'un groupe. Et donc l'insatisfaction de nos besoins, ça peut générer des émotions assez fortes, comme les émotions de colère et de peur. J'emploie exprès le mot émotion forte et non pas émotion négative, parce que ce sont des émotions utiles, ce sont des émotions à prendre en compte et qu'il ne faut pas forcément balayer d'un revers de main. En revanche, quand on est dans un contexte professionnel, c'est important de prendre en compte que l'apparition de ces émotions peut avoir un impact sur notre prise de décision et sur nos relations interpersonnelles. Ça vous est peut-être déjà arrivé en étant dans une réunion avec des collègues ou des pairs, d'observer une réaction d'un de vos collègues ou d'un de vos pairs, par exemple, ou d'un de vos collaborateurs même, et de vous dire, une fois que la réunion est terminée, je vais vite aller lui dire ce qui s'est passé parce que c'est pas possible, ça peut pas se reproduire. Et dès que vous sortez de la réunion, vous allez courir vers la personne en disant, il y avait ça qui va pas, parce que vous aviez peut-être une émotion de colère à ce moment-là et qu'il fallait qu'elle sorte. Ça, c'est un peu le sujet du feedback qu'on a déjà évoqué dans le précédent webinaire et qui fait que c'est important de pouvoir trouver un timing et de pouvoir s'ajuster, s'équilibrer avec la personne qu'on a en face de soi pour s'assurer de vraiment lui délivrer le feedback au bon moment. Mais on n'est pas sur ce sujet-là. En tous les cas, l'insatisfaction des besoins liés à la colère et la peur, ça peut générer des conflits, évidemment. On peut avoir aussi des notions de pression et différentes attentes qu'on peut avoir en fonction de notre interlocuteur, qui peut aussi avoir un impact sur la façon dont on va pouvoir communiquer. L'émergence des tensions, elle vient aussi de ce qu'on appelle la rupture de l'harmonie en nous-mêmes, que ce soit des sentiments que vous voyez là à l'écran. Je vois le mot négatif qui est noté, il faudra que je le reprenne pour les prochaines fois parce que c'est pas le message que je voulais vous envoyer, mais en tous les cas, des jugements négatifs, ça oui, les jugements de valeur, on essaie de les éviter au maximum. Des ruminations, ce type de sentiments-là, qui font que ça casse un peu l'équilibre, la rupture qu'on a en nous-mêmes et ça peut déséquilibrer la relation et on peut avoir des réactions et une escalade de la violence. Ça a pu vous arriver effectivement, potentiellement. On a aussi tout ce qui est la culpabilité, la honte, la souffrance, la démotivation qu'on peut vivre, le mal-être, le stress, le désespoir, la manipulation, la révolte, la fuite, tous ces éléments-là qui peuvent venir commencer à faire monter un petit peu la mayonnaise, comme on dit, et qui peut commencer à générer différentes tensions.
Je vous parlais de jugement de valeur il y a une seconde. Ce qui est important à prendre en compte dans la communication non violente et dans l'appréhension de ces tensions, c'est de pouvoir appréhender les situations et les problématiques par les faits, les opinions, les sentiments et les jugements de valeur. Ce qui est important, c'est de pouvoir distinguer ces quatre éléments et de pouvoir ensuite capitaliser sur ceux sur lesquels les conflits seront moins prégnants et au contraire ceux sur lesquels on sait qu'il peut y avoir des conflits un petit peu plus importants. Donc, c'est important de pouvoir s'appuyer sur des faits, bien sûr, de pouvoir proscrire tout jugement de valeur, de pouvoir accueillir les sentiments et de pouvoir argumenter ses opinions lors de débats, par exemple. Si je rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, j'accueille les différentes personnes qui sont là. Un webinaire sur la PNL serait top, c'est bien noté, effectivement. Merci pour ton retour, Élodie. Je continue. Donc, s'appuyer sur des faits. Qu'est-ce qu'un fait ? Il s'agit de toute chose dont on a reconnu, constaté la réalité. On est vraiment sur le domaine du concret et les éléments sont assez souvent numérisables, assez souvent quantifiables. Quand on s'en tient à sa description telle qu'elle est, un fait, c'est un élément qui est quand même assez difficile, voire impossible de contester, et sur lequel il est quand même plus facile d'obtenir un consensus. Si je vous donne un exemple et que je vous dis « il fait chaud », à votre avis, s'agit-il d'un fait ? Posez-vous la question, vous arrivez dans une pièce, vous dites « il fait chaud ». Est-ce que pour vous, cette information est un fait ? Je vois une réponse « non ». Ok, très bien. À votre avis, comment est-ce qu'on pourrait transformer cette information-là en fait sur le sujet de « il fait chaud ». Comment est-ce qu'on pourrait le reformuler pour que ce soit un fait qui soit non contestable et qui soit vraiment du domaine du concret ? Si on y réfléchit un petit peu plus, on pourrait se dire « il fait 35 degrés dans cette pièce ». C'est un fait, on ne peut pas le contester, c'est marqué sur le thermomètre, tout le monde peut aller le vérifier. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. On garde le « il fait chaud » en tête. Si on continue, sur le jugement de valeur, vous vous souvenez, on en a parlé il y a quelques instants, c'est important de pouvoir vraiment proscrire tout jugement de valeur. Le jugement de valeur, qu'est-ce que c'est ? C'est donc un jugement, comme son nom l'indique, qui caractérise non pas le résultat observé, mais la valeur humaine de la personne qui a obtenu ce résultat. Vous avez un exemple très concret à l'écran. Il faut vraiment être idiot pour agir de la sorte. J'émets mon propre jugement sur la personne qui a obtenu le résultat observé dans une entreprise, que ce soit la remise d'un rapport ou la création d'un tableau ou autre. Donc, je fais un lien de cause à effet entre la valeur humaine de la personne et le résultat qu'il en est ressorti. Je fais ce qu'on appelle un filtre, je mets un filtre de la réalité sur ce qui se passe et je fais ce qu'on appelle une distorsion, c'est-à-dire je fais un lien de cause à effet qui n'a aucun rapport entre ce qui est évoqué à l'écran. La température est 2++. Effectivement, Aude, excellente remarque là-dessus. Quelle température fait-il ? Il fait 30 degrés. On est bien d'accord là-dessus. Super, vous êtes au taquet, je le vois, ça fait plaisir. Donc, en effet, l'objectif, c'est de vraiment proscrire au maximum ces jugements de valeur parce que c'est ce qui fait qu'on va pouvoir rentrer dans l'escalade de l'émergence des tensions. C'est ce type d'information qui va transformer toute confrontation en conflit et qui va clairement mettre fin à toute possibilité d'entente dans une discussion. Quand on démarre une discussion avec ce type d'affirmation-là, c'est compliqué derrière de rebondir. Donc, on a parlé des faits du jugement de valeur. On continue. N'hésitez pas à poser des questions ou à réagir, bien sûr. On est sur le troisième point, sur le fait de pouvoir accueillir les sentiments. Les sentiments, qu'est-ce que c'est ? C'est la zone du cœur, évidemment. En programmation neurolinguistique, puisqu'une personne a fait le lien et que c'est un sujet qui me passionne, donc je me permets d'en faire un autre. En programmation neurolinguistique, on parle d'index de computation ou d'index de conscience. Ce sont les trois pôles du fonctionnement humain qu'on va aller pouvoir interroger chez les personnes en fonction de celui ou celle qui ressort le moins. Donc, sur la zone du cœur, sur le sentiment, on va être sur ce qu'on appelle nos états internes, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est l'expression d'une émotion, vous le voyez, qui est ressentie dans certaines circonstances. Il faut savoir, voilà, à titre informatif, que les émotions fondamentales en psychologie sont au nombre de 6. Donc, vous en connaissez peut-être 4, les 4 plus grandes, qui sont donc la joie, la tristesse, la colère et la peur. Et on a aussi la surprise et le dégoût.
Et donc, il faut savoir qu'un sentiment, donc, il appartient uniquement à la personne qui l'éprouve. Et il ne peut en aucun cas être contesté. Par exemple, pour ceux qui ont des enfants, ça va leur parler. Quand il fait 10 degrés dehors et votre fils ou votre fille a envie d'aller jouer dehors, il ne veut pas mettre son manteau, il veut sortir en t-shirt. Lui ou elle va vous dire non mais j'ai pas froid, j'ai chaud. On en revient au j'ai chaud. Là, on est vraiment sur ce sentiment-là. J'ai ce sentiment de chaleur où moi, j'ai chaud à l'intérieur de moi. On va avoir tendance à parfois peut-être être dans la confrontation, se dire bah si, non, tu n'as pas chaud, tu as froid, il fait 10 degrés. Factuellement, il fait 10 degrés, donc forcément, tu dois avoir froid. Vous voyez ce lien-là? Donc ça, c'est important de pouvoir accueillir le sentiment de la personne qui éprouve un sentiment de tristesse, de colère ou de peur. C'est quelque chose qui ne peut pas être contesté. Donc à partir du moment où on est dans cette prise de conscience de pouvoir accueillir ce sentiment, on va pouvoir ensuite passer à la suite, en tous les cas. Petite différence entre émotion et sentiment, pour ceux à qui ça parle. Une émotion, elle dure en moyenne 90 secondes. Quand vous ressentez de la tristesse, de la colère, de la joie ou de la peur, ça dure 90 secondes. Ce qui fait que ça va se prolonger ensuite dans le temps, c'est que ça va se transformer en sentiment. Et c'est là où c'est important de pouvoir en avoir conscience pour être sûr que ça n'influence pas trop votre prise de décision ou la situation dans laquelle vous vous trouvez à l'instant T. Est-ce qu'il y a eu des retours sur ces points-là? Et quand le jugement de valeur est fondé sur un fait? C'est-à-dire, est-ce que tu peux me donner un exemple un petit peu plus concret, Patrick? Je garde ta question sous le coude et j'y répondrai avec grand plaisir. En tous les cas, ce sont des choses qu'on essaie de proscrire au maximum et de rester vraiment dans le factuel, c'est-à-dire de passer de l'évaluation à l'observation pour s'assurer vraiment de donner une information très factuelle. Si on prend un exemple sur une réunion, passer de tu n'es jamais là aux réunions qu'on organise, là on est sur l'évaluation et on passe à l'observation. Lors des 4 dernières réunions que nous avons organisées, tu n'étais pas présent aux 3 dernières. Il s'agit d'un fait, pas de jugement de valeur. On est vraiment sur quelque chose de factuel. Ça peut répondre en partie à la question. Je continue. Donc, on a parlé fait, jugement de valeur, sentiment. Pour ceux qui ont suivi la suite, on part ensuite sur les opinions. Opinion, donc vous le voyez à l'écran, du latin opinion, et c'est une croyance. C'est donc là la zone des idées, de la tête, de la réflexion. Pour reprendre le lien avec la programmation neurolinguistique, on va être ici sur ce qu'on appelle le processus interne, c'est-à-dire ce que je me dis à l'intérieur de ma tête, radio moi-même. Donc là, on est vraiment sur une interprétation totalement personnelle qu'on va pouvoir faire d'un ensemble de données. Donc ça va faire appel à notre éducation, à la façon dont on a vécu certaines choses, à nos valeurs, à notre culture, aux personnes qu'on a pu rencontrer, etc. Ce qui... c'est vraiment quelque chose qui va être perçu par notre propre personne comme bien ou mal, normal ou pas, correct ou incorrect. On attribue vraiment une valeur positive ou négative en fonction de notre propre opinion, notre propre avis. Une opinion, elle appartient vraiment à celui qui l'émet et elle peut être contestée. Bien sûr, elle peut se défendre, parfois avec passion, voire acharnement, mais on ne peut pas forcer quiconque à la partager, évidemment. Et quand on est dans un cadre plutôt facilitant à l'argumentation, comme un débat par exemple, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Donc ça, c'est à garder en tête sur ce point-là, sur fait, opinion, sentiment et jugement de valeur. J'espère que c'est bien clair pour ces différents points-là. N'hésitez pas à rebondir et à poser des questions. Le ressenti appartient... Hop. Le ressenti appartient au sentiment, à l'émotion. Oui, tout à fait, exactement. Opinion vs jugement de valeur, du coup, je viens d'en parler exactement. Un jugement de valeur n'est pas une opinion. Non, pas du tout. Parce qu'une opinion, on se concentre vraiment sur un fait, sur une interprétation autour d'idées, d'un ensemble de données, alors que le jugement de valeur, on fait le lien entre la valeur de la personne et le résultat observé. Une émotion qui se transforme en sentiment, explication, SVP, merci. C'est-à-dire qu'une émotion, c'est quelque chose qu'on va vivre vraiment de l'intérieur, donc qui va se transformer dans nos comportements externes, qu'on va vivre dans notre cœur. Donc, c'est-à-dire, si on est par exemple stressé, on peut rougir, on peut se mettre à transpirer. C'est quelque chose qui va vraiment se voir de l'extérieur. Un sentiment, ça va continuer à l'intérieur de notre tête. C'est ce qu'on se dit, c'est nos processus internes, c'est ce qui se passe à l'intérieur. On va pouvoir ressasser sentiment de culpabilité, de honte, par exemple. On va pouvoir aller ressasser ces sentiments-là à l'intérieur de notre tête.
J'espère que c'est plus clair en tous les cas. Alors, je me permets de continuer juste pour qu'on ait bien le timing en tête. Je note en tous les cas vos questions et on les reprendra à la fin du webinaire si on a le temps. Si ce n'est pas le cas, je serai ravie de pouvoir y répondre dans un autre temps, bien évidemment. Donc, on s'est concentré sur ces 4 points-là. Et donc, en guise de résumé sur cette première partie-là, ce qui est important à garder en tête, en effet, c'est qu'on ne vit pas dans la réalité, mais dans notre propre représentation de cette réalité, ce qu'on appelle notre carte du monde. En PNL, un des préceptes dit « la carte n'est pas le territoire », c'est-à-dire que la façon dont moi je vis les choses, dont moi j'appréhende les choses, je ne vis pas dans la réalité, je vis dans ma propre réalité. On ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Lorsque les autres ne partagent pas cette perception de la réalité, bien sûr, on a tendance à nous opposer. C'est parce que ça vient peut-être chercher des valeurs intrinsèques chez nous et c'est à ce moment-là compliqué pour nous de pouvoir rester, on va dire, de marbre et rester zen devant ces évocations qui sont faites de la part de la personne en face de nous. Les prêts d'intention, les a priori, les jugements vont alimenter ces tensions, vont pouvoir entraîner éventuellement du stress, voire de l'anxiété, de l'angoisse, et donc continuer à alimenter ce phénomène-là, dont on veut créer une rupture, bien sûr. Et donc, la lutte d'opinion, les jugements et les perceptions différentes de la réalité génèrent toujours des conflits. Et donc, on en arrive à la deuxième partie, l'observation, l'écoute, la reformulation sont évidemment des éléments qui vont pouvoir permettre de sortir ou de désamorcer ce type de situation-là. Je continue. Donc, on se concentre sur l'écoute et la reformulation comme vecteur de relations constructives. Et on va commencer par ce qu'on appelle les différents niveaux d'écoute. Vous le savez peut-être, il existe plusieurs niveaux d'écoute qu'on peut mettre en place au sein d'une ou plusieurs interactions. On en a ici résumé 5 au global, les 5 typologies de l'écoute qui permettent d'asseoir un certain niveau de relation, voire un niveau de confiance avec l'interlocuteur que j'ai en face de moi. On va commencer tout d'abord par ce qu'on appelle l'écoute active. Donc, l'écoute active, c'est probablement celle que vous connaissez le plus. L'écoute active, c'est un concept qui a été développé à partir des travaux d'un psychologue qui s'appelle Carl Rogers. Et en fait, il faut savoir que cette technique, elle vise à vraiment pouvoir développer le questionnement et la reformulation pour s'assurer que l'on a compris le message. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur j'entends ce que tu me dis, on est sur j'entends première partie, ensuite j'écoute, je prends en compte et j'ai la capacité de pouvoir rebondir sur ce qui a été évoqué par mon interlocuteur. Donc, c'est un niveau au-dessus d'une écoute assez basique où juste je reçois l'information, mais il n'y a pas d'interaction. Donc, ça, c'est le premier niveau d'écoute. On a ensuite la deuxième typologie, le deuxième niveau d'écoute, qui est ce qu'on appelle l'écoute empathique, où là, on est sur une posture qui consiste vraiment à aller au-delà de ce qui est dit explicitement et de pouvoir capter les signaux émotionnels de l'autre et donc leur donner un sens. En programmation neurolinguistique, toujours, vous m'avez lancé, du coup, j'ai envie de vous livrer encore d'autres petites choses. On va pouvoir utiliser 2 outils principaux qu'on appelle la calibration et la synchronisation. La première, la calibration, c'est ce qu'on appelle, on va dire, se créer un glossaire de la façon dont réagit la personne en face de soi. Par exemple, si je suis dans une interaction avec une personne et que je pose une question qui peut être un petit peu stressante pour l'autre personne, je vais pouvoir observer que la personne se gratte la tête, ou alors elle regarde en bas, ou alors peut-être elle prend son téléphone pour le regarder. Et en fait, petit à petit, je vais me créer des indices, me dire, OK, quand cette personne fait ça, ça veut dire ça. Je capte ces signaux non-verbaux et paraverbaux. Ça, c'est ce qu'on appelle la calibration pour que je puisse comprendre ce qu'elle est en train de me dire sans vraiment le dire, évidemment. On a ensuite ce qu'on appelle la synchronisation. Et donc là, l'objectif, c'est de pouvoir adopter une posture similaire à la personne que j'ai en face de moi pour créer vraiment ce lien, cette relation de confiance. Attention, il ne s'agit pas de faire le perroquet et d'adopter exactement les mêmes postures, mais de petit à petit, si la personne penche la tête vers la droite, le pencher du même côté. Si la personne croise les jambes, petit à petit, croiser également les jambes. Adopter une posture similaire pour être vraiment dans l'ouverture d'esprit. Imaginez-vous en face d'un interlocuteur, en face de votre manager, par exemple, ou de votre collaborateur, en train d'essayer de partager une information importante. Et cette personne-là est comme ça,
ne vous regarde pas, regarde son téléphone ou regarde en haut, etc. En termes de posture et d'envoi de messages, c'est pas très positif. Et donc ça, c'est ce qu'on essaie vraiment de faire, la synchronisation. Et on peut aussi faire ce qu'on appelle la désynchronisation, notamment en communication non violente. Quand vous avez un collaborateur, une personne en face de vous qui arrive, qui est très énervé, qui parle fort, qui a des émotions assez prégnantes, ce que vous pouvez faire, c'est vous, au contraire, baisser le niveau de votre voix, baisser le ton et le rythme de votre voix, et petit à petit, la personne va se synchroniser à vous. Tout est une question d'escalade ou au contraire de désescalade. Si la personne parle fort, elle s'attend à ce que vous rentriez un petit peu dans ce jeu-là. Si vous essayez de parler encore plus fort, on va être sur l'escalade et forcément on va arriver sur le conflit. Si vous désamorcez en baissant petit à petit le rythme de votre voix et en étant dans l'accueil, forcément au bout d'un moment la personne va se synchroniser à vous. C'est le principe de la désynchronisation. Donc cette écoute empathique-là, elle réclame vraiment d'être totalement présent et à soi, et à ses propres signaux bien sûr envoyés, et à l'autre également. Je fais un petit point. Si on ressent une émotion et on réagit d'une manière épidermique, la raison n'a pas le temps de l'arrêter. Bien sûr que oui, et les choses prennent du temps, évidemment. C'est important de pouvoir s'entraîner. Vous savez que le cerveau est un petit peu fainéant et qui va avoir l'habitude de prendre les choses de manière assez classique et à moins faire d'efforts. Donc, c'est des choses qu'il faut pratiquer régulièrement. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir avoir conscience de ses propres valeurs, de ses propres besoins, pour savoir ce qui va aller générer chez vous des émotions un petit peu plus difficiles, d'en prendre conscience et de petit à petit de pouvoir le travailler par le biais d'un accompagnement, par exemple, ou de pouvoir vraiment être conscient. On n'est pas sur du jour au lendemain de se dire dès demain, je vais arrêter d'avoir des émotions et je vais être froid sans émotion. Bien sûr que non, mais c'est de petit à petit savoir ce qui va chercher chez nous, ce qui vient aller questionner nos valeurs, nos besoins, et comment est-ce qu'on peut le prendre en compte et comment est-ce qu'on peut l'utiliser ensuite dans notre quotidien une fois qu'on a pris conscience de ces émotions-là. Je continue, donc on a parlé de l'écoute empathique. Hop. On a ensuite ce qu'on appelle l'écoute totale. Donc, il faut savoir qu'alors qu'avec l'écoute empathique, on va vraiment s'efforcer à se mettre à la place de l'autre et de comprendre ce qu'il ressent, sur l'écoute totale, on assure vraiment à notre interlocuteur son attention exclusive et on lui en montre les signes. Cette écoute est vraiment génératrice de confiance, que ce soit par le biais d'un signe de tête, que ce soit on peut peut-être prendre la main de la personne en fonction des liens qu'on a avec cette personne-là, évidemment. On peut vraiment se pencher vers cette personne-là, lui montrer des signes qu'on est vraiment en écoute totale et qu'on est en totale symbiose et qu'on s'est vraiment créé une bulle avec cette personne-là en face de soi. Et on a également le dernier niveau d'écoute qu'on appelle ici l'écoute, pas le dernier, pardon, l'avant-dernier. On a donc l'écoute systémique où là, de quoi il s'agit ici? C'est-à-dire qu'au-delà des informations que la personne en face de soi va pouvoir évoquer, il s'agit vraiment de pouvoir s'intéresser à toutes les données contextuelles pour pouvoir comprendre son cadre de référence, ses croyances, les éléments qui peuvent éventuellement altérer son raisonnement. C'est une écoute qu'on utilise beaucoup en accompagnement, en coaching notamment, c'est-à-dire qu'on est dans l'écoute totale de la personne, mais en même temps, on réfléchit, on se dit quand cette personne me dit ça, ça peut peut-être résonner avec un autre sujet. Je vais pouvoir aller ensuite la questionner sur ce qui m'est venu à ce moment-là. On est vraiment sur ce qu'on appelle une écoute flottante ou une écoute de profondeur où en fait, on est sur deux niveaux en même temps, c'est-à-dire qu'on est dans la pleine écoute de la personne et en même temps, on est dans la réflexion de pouvoir prendre en compte son propre système, les personnes qui gravitent autour d'elle et on va pouvoir ensuite l'aider à prendre conscience de certaines choses dont elle n'a pas forcément conscience lorsqu'elle nous évoque les sujets qu'elle nous évoque. Et enfin, on a ce qu'on appelle ici l'écoute enrichie ou qu'on appelle l'écoute des communicants, où là, on est en fait ce type d'écoute qui met en jeu les 4 niveaux d'écoute précédents. On est vraiment sur une écoute de type dynamique. Le but, c'est vraiment de faire émerger un sens et une orientation à la discussion. Et ça suppose vraiment de pouvoir être capable de distinguer les informations importantes partagées par l'interlocuteur et les bruits de fond, les bruits parasites qui peuvent venir altérer la qualité de cette discussion. OK? Si on continue, hop. Donc, faire preuve de ce qu'on appelle une véritable écoute, c'est un des leviers qui permet de désamorcer les tensions.
C'est un moyen de satisfaire, on en a parlé précédemment, les besoins essentiels qu'on a, les besoins de reconnaissance, de valorisation, de considération. Essayez de faire l'exercice avec des collègues que vous avez ou avec des pairs, de se dire pendant 3 minutes sur un sujet, peu importe le sujet des vacances ou autre, vous faites le test, vous êtes en binôme, vous faites un premier tour où vous êtes vraiment dans une écoute totale, où vous montrez des signes d'écoute. Et ensuite, pendant 3 minutes, au contraire, vous prenez toutes les distractions possibles. Vous prenez votre ordinateur que vous posez devant vos genoux, vous prenez votre téléphone que vous mettez comme ça et vous demandez à votre interlocuteur ce que ça lui a procuré d'être dans ces deux types de postures. Vous risquez d'avoir des résultats assez impressionnants. Le fait de montrer cette écoute, on montre du respect à la personne, de la considération. Cette écoute, elle donne de l'énergie et facilite vraiment la création du rapport de confiance avec l'autre et la mise en harmonie et de l'émetteur et du récepteur. Et elle doit permettre de pouvoir reconnaître les aptitudes de l'autre à être dans une posture d'écoute, parce que parfois, évidemment, ce n'est pas forcément le cas. Et à ce moment-là, on est dans la capacité de pouvoir reconnaître les signes, de pouvoir calibrer et se dire je sens que cette personne n'est pas dans la capacité d'écoute, et donc on reprogramme à un autre moment l'échange qu'on avait prévu. Et comprendre ses propres signaux aussi pour pouvoir ensuite mieux communiquer. On fait les choses étape par étape, évidemment. Si on continue et que je vous partage, avant qu'on puisse passer au sujet de la reformulation, les 7 facteurs clés de succès d'une écoute enrichie, donc une écoute enrichie prenant en compte les 4 autres types d'écoute. Le premier, l'environnement de qualité. Donc choisir un lieu, un terrain d'échange propice, que ce soit dans le cadre professionnel ou à l'extérieur du cadre professionnel. Vraiment, c'est important d'avoir cet environnement de qualité. D'être dans ce qu'on appelle la bienveillance, c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire en tous les cas pour nous chez ECHO, la bienveillance? C'est partir du principe que ce que va amener la personne, elle a une intention positive lorsqu'elle l'amène. Attention, quand je dis ça, ça ne veut pas forcément dire que la forme y est. Parfois, il y a des intentions négatives, donc c'est important de pouvoir le reconnaître pour savoir quand est-ce qu'on peut se mettre dans une posture d'écoute et d'accueil de la meilleure manière possible. Mais c'est vraiment encourager la parole, donner des temps pour pouvoir se parler, bien sûr, montrer de l'intérêt et de l'empathie à son interlocuteur. Ensuite, un cadre relationnel établi, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on se rappelle les conditions de l'échange. On pose un cadre au début de l'échange. Pas forcément de manière systématique, mais ça peut être utile, que ce soit en réunion ou en binôme, de se dire, on est d'accord que là, pendant les prochaines 10 minutes ou les prochaines heures, on va être dans le parler vrai, on va être dans la confidentialité, on va être dans l'accueil, on va être dans l'échange, dans l'ouverture. Et si un ou plusieurs de ces cadres ne sont pas respectés, on se donne l'occasion de pouvoir stopper la discussion. Et on valide des deux parties, c'est très important. Ensuite, un des facteurs clés aussi du succès d'une écoute enrichie, c'est ce qu'on appelle le décentrage. C'est ça qui peut être un petit peu parfois difficile, c'est de se dire on met nos propres pensées et nos opinions à ce moment-là en veilleuse, en fonction du type de discussion évidemment, mais si vous voulez être vraiment dans une totale écoute à l'autre, je mets de côté ces parties-là et ces jugements de valeur aussi, et je décide d'être dans une écoute pleine et entière pour ce moment-là. Être aussi bien sûr dans l'ouverture, privilégier les questions ouvertes et ne pas orientées. Ça pourra aussi faire l'objet d'un autre webinaire. On a tendance dans notre société à être beaucoup sur un fonctionnement avec des questions de type fermé ou des questions qui contiennent des suggestions. Donc, par exemple, des questions de type est-ce que tu as pensé à faire ci ou ça? Est-ce que tu pourrais faire ci ou ça? Qui implique donc une réponse par oui ou par non. Les questions fermées peuvent être très utiles si on a besoin d'avoir une prise de décision. Ou alors, si on est avec un interlocuteur qui parle énormément, qui a du mal un peu à se canaliser, on peut utiliser le questionnement fermé. Et quand on veut être dans l'ouverture, c'est important de pouvoir se concentrer à poser des questions ouvertes. Comme ça permet à l'interlocuteur de voir les choses d'une manière différente, d'ouvrir un petit peu ses chakras. Et donc, on pose des questions qui commencent par qui, quand, quoi, où, comment, qu'est-ce que, et comme ça permet de donner l'autonomie de la réponse à l'interlocuteur, de le responsabiliser. On n'a pas, nous, la responsabilité de répondre à cette question, parce qu'on a déjà la solution en tête. C'est la personne en face de soi qui a cette solution. On est ensuite sur la concentration, évidemment, important de pouvoir rester au maximum concentré sur la parole de son interlocuteur. Si on reçoit un appel, pouvoir le mettre de côté. Si c'est un appel qu'on estime plus important à ce moment-là que l'échange, prévenir la personne. On peut le mettre aussi dans le cadre de se dire
je risque de recevoir un appel important. Si c'est le cas, je me permettrai de soit faire une pause dans l'entretien, soit le reporter, si c'est OK. Si on met les choses dans le cadre dès le départ, on peut après s'éclater dans le cadre. C'est important de le garder en tête. On est bien sûr dans la disponibilité, donc de pouvoir être capable d'accorder ce qu'on appelle un temps de qualité. Un temps de qualité ne veut pas dire un temps long. On peut faire un échange de qualité en 5 minutes, si on sait de quoi on se parle et si on pose le cadre. Et on peut aussi avoir un échange de très mauvaise qualité qui dure 1 heure, 1h30, 2 heures et se dire, bon, ça a duré 2 heures, c'est que c'était utile. Ce n'est pas forcément le cas non plus. Ça peut être le cas, mais pas forcément. Alors, je fais un petit point sur les questions, sur les commentaires. Je vois qu'il y en a beaucoup. Souvent en réunion, les personnes sont sur leur ordi, ça me déstabilise. En effet, c'est quelque chose qui existe beaucoup. Ça, encore une fois, si c'est Tiffany, si c'est toi qui organise la réunion, ça peut faire partie du cadre de la réunion. Je vous demande pour cette réunion de ne pas prendre vos ordinateurs. Vous pouvez avoir au téléphone si vous avez des urgences. On trouve des compromis, mais c'est très intéressant de pouvoir le poser en début de réunion, de pouvoir le poser sur le cadre. Chacun et chacune a pris des habitudes de fonctionnement dans les entreprises. Donc, bien sûr, ça va demander du temps de changer ces fonctionnements-là. Mais c'est comme dans la voiture. Ma voiture, mes règles. Ma réunion, mes règles. À chaque fois que je parle au responsable de qualité, il est sur son téléphone. Je trouve cela pas respectueux, mais vu comment il est, je crains de le faire remarquer. Même avec la CNV, ils ne le prennent mal. Ce qui va sans dire va mieux sans le dire. Ce qui est important, c'est que l'interlocuteur en face puisse comprendre que vous avez besoin d'un cadre, vous avez besoin de vous sentir en sécurité pour pouvoir entamer cette discussion. Vous êtes parfaitement capable de pouvoir comprendre que la personne n'est pas disponible à ce moment-là et donc vous pouvez être dans la proactivité et proposer à ce directeur de dire « moi, j'ai besoin », rappelez-vous les besoins, être au courant de ses propres besoins et de ses valeurs, « moi, j'ai besoin que tu ou que vous, en fonction de votre niveau de familiarité, vous puissiez être totalement dans l'écoute. Et pour moi, l'écoute, ça passe par ne pas avoir son téléphone ou son ordinateur. Je suis consciente que ce n'est pas forcément possible à ce moment-là, donc je vous propose qu'on reprogramme un point où on pourra se faire cet échange dans ce type de cadre-là. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, non. Donc là, on a besoin d'une décision. Donc, on pose une question fermée. C'est des choses à tester. Là, de ce que j'entends, Natacha, c'est quelque chose que tu te dis, que tu as en tête, mais qui n'a pas été validé factuellement. Pose la question. Au pire, il dit non et ça va donner lieu à un échange, pourquoi pas un débat, un partage d'opinions sur ce sujet-là et ça va te donner l'occasion de pouvoir exprimer tes besoins. C'est très important. Merci pour ces retours. Je me permets de continuer. Je regarde le timing pour être sûr qu'on est bon. Donc, on va maintenant se concentrer sur ce qu'on appelle l'art de la reformulation, que vous connaissez aussi peut-être. Et on est vraiment là dans l'appréhension des tensions, effectivement, de pouvoir se concentrer sur la reformulation. La reformulation, c'est ce qu'on appelle une méthode non directive. Elle permet notamment de pouvoir rassurer son interlocuteur sur le niveau de compréhension, de pouvoir montrer de l'intérêt sur ce qui nous est évoqué, d'être dans l'empathie, évidemment, d'éviter les conflits et les quiproquos. Quand on reformule, on s'assure qu'on est sur le même niveau de compréhension. Ça permet d'activer l'écoute. Rappelez-vous, on a parlé d'écoute active. Et ça permet aussi de ralentir le rythme d'une conversation. Combien de fois est-ce qu'on a pu se retrouver dans une conversation avec un interlocuteur qui a un débit de parole assez long et qui parle, et nous, on le regarde et on se dit « je me suis perdue il y a au moins 5 minutes » et on n'ose pas interrompre la personne. On n'ose pas dire « stop, j'ai pas compris ». On peut utiliser la reformulation à ce moment-là. Excuse-moi, que quand tu parles de ce sujet-là, est-ce que c'est bien ça que tu veux dire? Ou est-ce que tu peux me confirmer quelle était ton intention? Qu'est-ce que tu voulais dire à ce moment-là? On est sur une méthode non directive, on n'est pas dans la recherche du conflit, on montre qu'on a un intérêt, en revanche, on a besoin de plus d'informations. Et ça, c'est OK. Je vous montre 3 grands types de reformulation. Il en existe plusieurs, on va se concentrer sur ces 3-là pour aujourd'hui. On a ce qu'on appelle le premier type de reformulation, qui est la reformulation écho, où on est vraiment sur un principe de répéter les paroles de l'interlocuteur. Ça peut être introduit par des mots de type « ainsi, selon vous », et on continue la phrase, « vous voulez dire que, si je vous ai bien compris », c'est la reformulation qui est assez classique. Son utilité, elle est multiple. Elle permet de clarifier le propos. Elle permet de traduire, si besoin, des mots que nous, on n'a pas compris, éventuellement. Ça permet aussi d'inviter à développer ou à préciser à la personne son propos. Et ça permet bien sûr de désamorcer un moment de tension, s'il y en a un. On a ensuite ce qu'on appelle la reformulation synthèse, où là, on est sur un principe de pouvoir résumer les propos et recentrer. Elle peut être introduite par « vous souhaitez donc
etc. Si je résume ou pour ainsi dire. Donc là, l'utilité, ça permet de valider une étape dans une conversation ou de reprendre un point éventuellement qui n'était pas clair. Ça permet aussi de clarifier la discussion pour les deux interlocuteurs et ça permet aussi de provoquer un nouveau point de départ pour l'entretien. On peut repartir sur un autre sujet. Et on a ensuite ce qu'on appelle la reformulation clarification. Là, on est encore sur un autre niveau où le principe, c'est vraiment de reprendre le message en le faisant apparaître sous un nouveau jour. Ça peut être introduit par « autrement dit », en d'autres termes, « cela revient à dire ». Donc, ça permet d'apporter quelque chose de nouveau, de prendre du recul sur le contenu de la conversation, de faire comprendre une erreur à la personne sans la braquer. C'est-à-dire, si je démarre en disant « en d'autres termes, c'est ce que tu voulais dire » ou « ça revient à dire ça », soit la personne va acquiescer ou ne va rien dire et donc la conversation continue, soit la personne va dire « non, non, en fait, c'est pas ça que je voulais dire plutôt ça ». Et donc là, on désamorce la tension. Plutôt que de dire « non, non, mais ce que tu dis, en fait, c'est pas ça du tout ». Je laisse la responsabilité à la personne de pouvoir me dire si oui ou non, c'est bien ce qu'elle voulait dire. Et ça permet aussi de pouvoir considérer la situation de manière plus approfondie et de manière totalement objective. Les bienfaits de la reformulation, ils sont multiples. Sur le plan affectif, rappelez-vous, sur le côté, sur la zone du cœur, ça permet de ressentir une certaine satisfaction. Vous allez rassurer votre interlocuteur en lui montrant que vous l'avez écouté et que vous l'avez compris. Sur le plan psychologique, ça permet de faire un constat sur l'objectivité. Ce qui a été formulé par l'autre de façon totalement subjective avec sa propre carte du monde, son cadre de référence, ses problématiques, ses ennuis éventuellement, est transformé en constat totalement objectif d'une situation. Et ça permet aussi d'ouvrir de nouveaux horizons. Et sur le plan intellectuel, on est vraiment sur un accord. Ce qui a été analysé, ce qui a été dit, vous allez pouvoir en faire la synthèse et la personne va pouvoir valider, confirmer en disant « oui, c'est exact », ou alors elle va le dire de manière non verbale et ça, vous allez le calibrer. Ou alors, elle va pouvoir vous le verbaliser. Oui, on est bien d'accord, on est sur la même longueur d'onde. Ok, très bien. Et on continue. Je fais un petit point sur ce qui est dit. Alors, si c'est des personnes qui ont plus de pouvoir, c'est compliqué. Encore une fois, est-ce que c'est des choses que vous avez pu vérifier dans le quotidien ou est-ce que c'est peut-être des limites ou des contraintes que vous vous mettez en fonction de cette hiérarchie-là? C'est important de se poser la question. Près d'un temps, la reformulation peut être agaçante, l'effet perroquet. C'est pour ça qu'il existe différentes techniques. Et c'est encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans le cadre au départ. Bien sûr que oui, en disant, soit c'est un sujet sur lequel vous êtes moins à l'aise et vous avez besoin de faire des points durant la conversation. Vous n'êtes pas obligé de le formuler en disant, je vais avoir besoin de reformuler, en disant, je vais avoir besoin de faire des points dans la conversation pour être sûr que j'ai bien compris. Est-ce que ça te convient? Et on se met d'accord. Synthèse égale clarification. On est sur deux types de reformulations différentes. La reformulation synthèse, c'est vraiment pour pouvoir recentrer les propos et pour pouvoir valider une étape. Et la clarification, c'est pour voir les choses sous un nouveau jour. Donc, c'est subtil, mais on est sur deux choses différentes. Comment réagir face à des signaux paraverbaux répétés d'hostilité sans que la personne ne le traduise par la parole, une communication toxique? On est en droit de pouvoir stopper la conversation si c'est quelque chose que l'on ressent et qui peut nous impacter, nous. Encore une fois, tant qu'on met les choses dans le cadre de la conversation, on est OK avec ça. On est d'accord que si, moi, à un moment donné, je ne me sens pas dans la conversation, on va pouvoir l'arrêter à ce moment-là. Moi, j'ai besoin de me sentir en liberté, j'ai besoin de me sentir respectée, j'ai besoin de me sentir peu importe. Et on pose les choses, on pose le cadre dès le départ. Si la personne ne respecte pas le cadre, on met fin à la conversation comme on met fin à une réunion. Avec la reformulation, on est plutôt dans la relance de discussion, on est rarement dans la réponse « tu as très bien reformulé ». Ça dépend des personnes. La carte n'est pas le territoire, encore une fois. Il y a des personnes pour qui le fait d'avoir un interlocuteur en face qui reformule, ça va aussi le rassurer sur la compréhension et de se dire « je ne parle pas pendant 5 minutes dans le vide, il se passe quelque chose avec la personne ». Encore une fois, ça dépend vraiment. Je continue. Hop. Et donc, on arrive à la dernière partie, non moins la plus importante, bien sûr, sur le focus avec les deux techniques concrètes que je vous ai évoquées en début de webinaire, où là, vous allez pouvoir vraiment pratiquer de manière assez concrète la communication non violente avec ces deux types de sujets-là. Donc, les bons réflexes dans deux cas de figure.
Ce que vous avez à dire, à évoquer est potentiellement désagréable à entendre pour mon interlocuteur. On peut pratiquer ce qu'on appelle le desk, que vous allez voir juste après. Et si votre interlocuteur est manifestement tendu et fait ce qu'on appelle un peu monter la pression, il peut y avoir un risque d'escalade. À ce moment-là, on peut pratiquer ce qu'on appelle la technique de l'édredon. On commence par la technique d'assertivité, la technique du desk. Par quoi on commence? On commence par le D, on décrit les faits et rien que les faits. Rappelez-vous, on l'a vu précédemment, le fait, c'est quelque chose qui ne peut pas être contesté. On a tendance à à confondre un petit peu les opinions avec les faits, puisque quand on a des opinions tellement fortes, on a tendance à les transformer avec les faits. Donc, rappelez-vous l'exercice de la chaleur, entre le « j'ai chaud »,« il fait chaud » et « il fait 35 degrés dans la pièce », c'est important de pouvoir scinder vraiment les trois pour être sûr de savoir de quoi on parle. Donc, on est sur la description des faits. Je vous ai donné l'exemple avec la réunion. À chaque fois, c'est important, quand vous avez l'occasion, de pouvoir mettre des chiffres sur ce qui se passe. Sur le fait de ne jamais être en réunion, sur le fait de ne jamais répondre au téléphone ou sur Teams. Mettez des chiffres factuellement sur les 3 dernières réunions, sur les 2 derniers appels. Je n'ai pas eu de réponse. Très bien. Une fois qu'on a décrit les faits, on se concentre sur son propre sentiment et sur son propre besoin. C'est ce qui est parfois le plus difficile à faire. On a tendance à être dans le reproche, à utiliser le tu, et en communication non violente, le tu, tu, le tu, tue. C'est à ce moment-là qu'on stoppe vraiment la discussion et qu'on va être sur potentiellement un jugement de valeur qui va pouvoir arriver. Tu n'as pas fait ça parce que tu as estimé que ce n'était pas utile, par exemple. On est sur un jugement de valeur. Jugement de valeur de la personne en fonction du résultat observé. Et ça, on veut essayer de le proscrire au maximum. Donc là, on exprime son sentiment et son besoin. Si je reprends l'exemple de la réunion, lors des 2 dernières réunions, ta présence était requise et j'ai observé que ce n'était pas le cas. Moi, j'aurais eu besoin que tu sois là parce que ça m'aurait permis de. Et on exprime à la personne l'utilité que sa présence aurait eu à ce moment-là. Parce que si c'est juste pour dire tu devais venir par principe et tu n'étais pas là, il n'y avait pas forcément d'intérêt et du coup, on ne peut pas en faire grand-chose. On exprime son sentiment, qu'est-ce que c'est venu chercher, qu'est-ce que ça a généré chez moi. On n'est pas obligé d'être dans des grandes litanies, évidemment, mais soit j'ai été déçue ou alors ça m'a causé du stress parce que du coup, il y a eu d'autres choses derrière qui se sont passées. Mais en tous les cas, on parle de soi. On exprime son sentiment et son besoin. Ensuite, on va pouvoir suggérer ou faire suggérer une solution. Pour la prochaine fois, pour la prochaine réunion, que penses-tu de? Que pourrais-tu me proposer? Ou alors moi, je fais une proposition. Comme ça, on est vraiment dans la projection de la solution de la suite. Si la situation vient à se reproduire, on est responsable de nos propres sentiments, de notre propre fonctionnement et pas celui de la personne. Donc, vous n'avez aucune garantie que la personne sera là à la prochaine réunion. En revanche, si pour vous, c'est important que la personne soit là dans 2 mois, parce que vous avez une échéance, c'est important de pouvoir l'exprimer en disant c'est important que tu puisses être là. Si la personne n'est pas là, est-ce qu'on peut faire une réunion par visio? On trouve des compromis et on avance l'un vers l'autre de cette manière-là. Et on reste dans le positif et on parle de soi, c'est important. Et ensuite, on finit avec le C, sur la conclusion concrète en soulignant les conséquences positives pour la personne. Dans le cas où c'est possible, bien sûr. Donc, nous sommes bien d'accord. On résume, reformulation. D'ici telle date, on met des deadlines, c'est toujours important. Tu pourras m'envoyer tel dossier, ce qui te permettra d'être peut-être libéré sur une autre tâche, te permettra de faire autre chose. Dans la mesure du possible, de vraiment conclure en soulignant les conséquences positives que ça va pouvoir avoir sur la personne. C'est important. C'est important de pouvoir vraiment orienter l'interlocuteur vers ce type de communication et notamment la reformulation régulière lorsqu'il y a un risque de tension. C'est ce qu'on appelle une technique d'assertivité où j'exprime mon opinion de manière assez sûre sans froisser la personne que j'ai en face de moi. Je vois des retours. Donc, la présentation, bien sûr, vous l'aurez en fin de webinaire avec le replay d'ici 24 heures. Donc là, on est sur les sujets de la reformulation. Très bien. Le climat social ne permet pas la mise en pratique de ces techniques. C'est une sensation que j'ai. Encore une fois, vous avez ces sensations-là, vous avez ce ressenti. Vous vous dites que testez les choses. Testez-les. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Vous voyez?
testez les choses, voyez comment est-ce que c'est reçu avec la personne, calibrez, synchronisez, reformulez. Si ça ne fonctionne pas, on trouve un compromis, un fonctionnement. On a tendance à se mettre nous-mêmes nos propres limites et nos contraintes. Quelle différence entre le desk et l'OSBD? C'est une autre technique de communication non violente. L'OSBD, effectivement, on est vraiment sur l'observation factuelle. On parle de son sentiment, son besoin et sa demande. C'est à peu près la même chose, mais dit différemment. Tout à fait. La conclusion positive n'est pas toujours envisageable si nous souhaitons un changement. Pas forcément. C'est-à-dire, encore une fois, la gestion du changement, ça fera aussi l'objet d'un webinaire qu'on va organiser d'ici le mois de septembre. Donc, merci pour cette présentation. Cette transition, pardon. Le changement n'est pas forcément négatif, encore une fois. Et c'est important de pouvoir passer par cette phase de deuil avec les personnes quand il y a eu un changement, de se dire, OK, on va faire cette phase de deuil avec ce qui existait avant et on va se concentrer sur la suite. Et quand on parle de changement, c'est important d'aller questionner le pourquoi, en 2 mots, et le pourquoi. Donc, on va questionner les causes, quelles sont les racines, pourquoi est-ce qu'on a amorcé ce changement et pourquoi, pour quelles raisons, pour quel sens est-ce qu'on amorce ce changement. Et donc là, il peut y avoir des conséquences positives pour les personnes. C'est important. Assertivité, s'imposer sans agressivité. Exactement, tout à fait. C'est pas parce que je m'impose et j'impose la façon dont je vois les choses que je suis dans l'agressivité avec la personne. Au contraire, vous le voyez ici. On se concentre sur la deuxième technique, qui est ce qu'on appelle la technique de l'édredon. Donc, c'est très douillet comme ça, effectivement. C'est une technique qui a été développée par Manuel Smith, qui est un psychologue, et qui vise à communiquer, encore une fois, on est vraiment sur l'assertivité, et s'affirmer en harmonie avec les autres, une technique tout en douceur, tout en rondoudou, un petit peu, d'où le nom de l'édredon. Ça permet de pouvoir déjouer certains jeux de pouvoir et de manipulation en simplement gardant son point de vue et sa position. Donc, on se concentre sur ces 3 éléments, on se concentre sur des faits. Donc, quand la personne amène des faits, donc on acquiesce, c'est vrai, c'est exact, on est sur ces faits-là, tout à fait. En fait, on va désamorcer directement les situations de tension en faisant des réponses assez courtes et en stoppant une éventuelle escalade. Donc, ça demande aussi une prise de conscience de ses propres émotions et de son propre fonctionnement. Ça demande de l'entraînement, évidemment, et c'est une technique qui est utile et que vous pouvez mettre en place dès demain, avec des personnes avec qui peut-être au démarrage, vous vous entendez relativement bien. Et petit à petit, vous testez sur des personnes avec lesquelles c'est plus compliqué d'avoir une communication. Et vous faites des tests, et vous réessayez, et vous revenez. La communication, c'est que ça. On teste des choses, on voit comment les personnes réagissent, et on revient, et on retente, et on partage son sentiment et son besoin. Ensuite, sur des sentiments. Rappelez-vous, quand une personne partage un sentiment, il ne peut pas être contesté. Donc, on est dans l'accueil, dans la compréhension. Je comprends sur le sentiment. Bien sûr que oui. Et sur une opinion, c'est ton opinion, tu as le droit de le penser. On résiste à la tentation de vouloir rentrer dans un débat lorsque l'environnement, rappelez-vous des 7 facteurs clés de réussite d'une écoute, lorsque l'environnement ne le permet pas. Donc, lorsqu'on n'est pas d'accord avec l'autre, mais qu'on lui renvoie sa réponse sans entrer en discussion, et sans prendre contre soi sa déclaration. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on affirme une opinion qu'on est forcément en conflit avec la personne en face de soi. Et ça permet vraiment de désamorcer directement les tensions lorsqu'une personne peut rentrer dans ces jeux de pouvoir, de manipulation éventuellement. C'est une technique qui peut être utilisée dans des situations, quand on est dans des multiples débats et quand on est dans des situations pénibles et parfois même inconfortables. Je voulais, avant de terminer ce webinaire et d'aller répondre à vos questions, bien sûr, si vous en avez, finir avec les quatre accords Toltec que vous connaissez peut-être et qui résument bien notre posture chez ECHO autour de la communication non violente. Donc, on en parlait au niveau de la parole, que votre parole soit impeccable. Donc, ça ne veut pas dire que ce que vous allez dire va être parfait, évidemment, mais en tous les cas, vous avez une intention positive quand vous amenez ce que vous allez amener à votre interlocuteur, et c'est des choses que vous pouvez poser, que vous pouvez évoquer avec l'interlocuteur. Si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec la forme, parlez-en. Voilà ce que je vais amener. J'ai toute l'intention positive que je vais pouvoir amener dans cette discussion. Si la forme n'est pas forcément OK, j'espère qu'on va pouvoir s'accorder ensemble, mais on est vraiment sur ce don, sur cette générosité d'être dans l'accueil et dans l'expression de son besoin et de son sentiment avec la personne. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle.
Ça, c'est aussi important. C'est parfois difficile dans les entreprises. Parfois, c'est le cas, effectivement, mais essayez au maximum d'avoir cette prise de recul-là, d'avoir cette prise de conscience, de vous dire ce qui est évoqué, ce n'est pas forcément en lien avec vous, c'est peut-être en lien avec le système, c'est peut-être en lien avec l'organisation, c'est peut-être en lien avec les émotions de la personne qu'elle est en train de vivre à ce moment-là et qu'elle n'est pas forcément capable de vous exprimer. Et donc, c'est important de pouvoir le garder en tête aussi. Ne faites pas de suppositions. On en a parlé aussi, certains d'entre vous ont évoqué le fait que oui, mais peut-être que je me dis et j'ai un ressenti, etc. Allez-y, posez des questions, posez les choses. Qu'est-ce qui peut vous arriver de pire? Au pire, ça ne fonctionne pas. Et bien, tant pis, vous allez réessayer autre chose, mais au moins, vous êtes dans cette démarche proactive et vous essayez et vous tentez des choses. Faites toujours de votre mieux, bien sûr, et toujours, encore une fois, on n'est pas là pour être parfait et pour changer ses habitudes du jour au lendemain. On est là pour acquérir de nouveaux fonctionnements, de nouvelles stratégies de réussite, comme on dit en programmation neurolinguistique. Et ça prend du temps, ça peut prendre plusieurs chemins, mais voilà, soyez indulgents avec vous-même et prenez le temps de voir les choses et de les appréhender de la meilleure manière possible, et pour vous et pour votre environnement aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre présence durant ce webinaire. Je regarde dans le chat s'il n'y a pas des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Pour ceux qui nous quittent, un grand merci. Vous allez bien sûr recevoir le support dans les 24 heures avec le replay. N'hésitez pas à revenir vers moi, vers nous, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ce sera un plaisir de pouvoir continuer cette discussion. Alors, je vais regarder dans les favoris parce que ça défile beaucoup pour pouvoir voir les différentes questions. Merci à vous, ça a été un plaisir. Bonne journée et bonnes vacances pour ceux qui le sont bientôt. Qu'il est préférable de débriefer la situation à froid. Effectivement, il faut essayer au maximum de débriefer les choses à chaud. Alors, à froid, ça ne veut pas forcément dire dans une semaine. Ça peut être simplement le lendemain. Mais c'est important de prendre en compte ces émotions et de voir comment est-ce qu'elles peuvent impacter la délivrance d'un feedback, notamment. Donc, excellent conseil. Merci pour ça. J'essaie de remonter en voyant les questions. Il me semble que j'en avais vu passer quelques-unes. Méthode ESPER de Jacques Salomé, effectivement, exactement. Quid des personnes bègues? Alors, excellente remarque aussi. Je ne suis pas familière avec ce type de population. Après, est-ce que ça dépend peut-être du niveau de la personne? Est-ce que ça prend plus ou moins de temps? Est-ce qu'on peut poser un cadre plutôt facilitant ou avoir une personne ressource avec soi? Ou peut-être que la personne peut avoir une personne avec elle pour pouvoir l'aider à exprimer ce qu'elle a exprimé. Ça peut être une solution. Comment faire quand un salarié veut absolument discuter d'un sujet de tension et qu'il n'entend pas que vous ne le voulez pas pour le moment? Alors, c'est une situation contextuelle, effectivement. Ce serait intéressant d'avoir un petit peu plus d'informations. C'est souvent lié à une émotion. Rappelez-vous, c'est que la personne ressent une émotion et a besoin de sortir les choses à ce moment-là. Vous pouvez lui proposer de poser cette situation par écrit, si la personne a peur de l'oublier à ce moment-là. Mais c'est important qu'elle puisse respecter le fait que le timing ne le permet pas pour vous pour le moment. Donc, proposez d'envoyer les informations soit par écrit de manière factuelle, bien sûr, puisqu'on évite de mettre par écrit voilà, nos propres sentiments, ça peut après générer des tensions par la suite, mais d'envoyer une note par écrit ou de se le noter sur un petit cahier pour pouvoir en reparler à un autre moment. C'est quelque chose qui peut être envisagé. Le conflit de surface n'est-il pas fécond en discussion et échange de points de vue? La bienveillance systématique ne devient-elle pas la complaisance ou l'indifférence? Tout est une question d'intention. Quelle intention est-ce que vous mettez quand vous êtes en discussion, quand vous êtes dans ces échanges en train d'essayer de désamorcer ces conflits ou ces échanges? La bienveillance systématique, encore une fois, ça dépend qu'est-ce qu'on met derrière le mot bienveillance, quelle intention on met quand on démarre ce type de discussion. Donc voilà, je me garderai de donner ma propre opinion sur le sujet. Tout ce que je peux dire, c'est en tous les cas qu'on est sur une intention et que tant que l'intention est positive, il peut rarement se passer des choses très problématiques. Il me semble que j'ai fait le tour de toutes les questions. Si ce n'est pas le cas, une formation PNL à prévoir, ce serait bien, avec grand plaisir. Merci beaucoup, belle journée. Merci Pierre d'être venu, très belle journée.
Le support sera disponible, vous allez le recevoir d'ici 24 heures avec le replay. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter. Je suis sur les réseaux, sur LinkedIn. Donc voilà, je serai ravie de pouvoir échanger avec vous, évidemment. Bonnes vacances à tous. Profitez bien. Alors, pourquoi me dit-on que je veux imposer mes idées alors que je ne souhaite que les défendre, discuter et approfondir le sujet? Parce que c'est la représentation de la personne, parce que peut-être que la personne a calibré que c'était ce qui a été évoqué. Donc, c'est quelque chose à clarifier, encore une fois, le dire que ce n'est pas du tout cette intention-là et que, au contraire, l'intention est de vraiment pouvoir entrer dans ce débat d'opinion. Et encore une fois, quand on met le cadre, on se dit on est dans un débat, ça peut être plus facilitant pour les personnes. Hop, et j'ai vu autre chose. Dommage pour le rapprochement avec la PNL, ce sont deux choses différentes a priori. Prendre de pas décrédibiliser l'un à cause de l'autre, ça m'a gêné personnellement. Thomas, je serais ravie de pouvoir en discuter en off. Si tu le souhaites, je te laisse me contacter pour qu'on puisse approfondir le sujet. Je serais ravie. Merci à tous. Passez une très belle journée et de très belles vacances et à très bientôt. Au revoir.